Le Ghana a décidé de devenir la première puissance industrielle africaine. Et pour ça, ils ont décidé de mettre en œuvre une stratégie très intelligente qui fera que dans les prochaines années, le Ghana va défier tout le monde sur le continent africain. Ce que je me propose de voir avec toi, c'est comment cette stratégie va se déployer, notamment dans un secteur, celui de l'automobile. Oui, tiens-toi tranquille, dans les prochaines années, on va être inondé de véhicules en Afrique made in Ghana. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que c'est grâce à ça qu'on va faire émerger notre continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Active la cloche des notifications pour ne rien manquer du tout. Et puis deuxièmement, je te mets dans la barre de description une vidéo de formation gratuite sur le business Amazon. Amazon, c'est une opportunité qui permet à plusieurs personnes de gagner de l'argent en ligne, que l'on soit en Afrique ou même en Occident. Donc, si tu veux te créer une seconde source de revenus, cette vidéo, elle est clairement pour toi. Et puis, pour les amis qui sont en Afrique, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on redémarre avec notre tournée de formation, notamment en marketing digital pour les gens qui sont au Cameroun. Deux dates à retenir pour Douala, c'est le 23 avril et Yaoundé le 30 avril. On va parler ensemble de stratégies à mettre en œuvre pour vous servir d'Internet pour faire décoller votre activité. Pareil pour les amis qui sont à Paris, on se retrouve ensemble le 21 mai pour parler ensemble aussi de marketing digital. J'ai pensé bien évidemment au Gabon, ce sera ma première fois d'être à Libreville. Donc les amis qui sont au Gabon et dans la diaspora, informez tout le monde de ce qu'on a notre première formation le 7 mai à Libreville et on va plutôt parler de vente. Comment structurer son business pour exploser ses ventes? Ce sera la même thématique pour les amis qui sont en Allemagne, à Francfort, et ce sera le 28 mai. Donc, pour tous ces éléments-là, pour réserver vos places, rendez-vous dans la barre de description et dépêchez-vous parce que les places vont très rapidement se terminer. Alors, je voudrais parler avec vous aujourd'hui d'un géant en venir. Déjà, il faut dire que le Ghana aujourd'hui est un pays qui connaît une croissance économique assez intéressante. Et c'est certainement dû au fait que le Ghana a eu un certain leadership impulsé par le défunt regretté J.R. Rawlings quand il a pris le pouvoir. Et depuis sa prise du pouvoir, il a redressé le pays et aujourd'hui, on voit derrière les fruits du travail que ce militaire a pu faire à la tête de son pays. Histoire de rappeler aux uns et aux autres que ce n'est pas parce que ce sont des militaires qui ont pris le pouvoir au Mali ou ailleurs que ces pays ne peuvent pas changer. Au contraire, le général de Gaulle d'ailleurs, lui aussi, était quelqu'un qui venait de l'armée. Donc, après le passage de J.R. Rawlings, il s'est suivi derrière une stabilité au Ghana qui a favorisé l'émergence économique de ce pays-là. Et aujourd'hui, on peut commencer à en voir clairement les résultats. Le Ghana est en train de devenir une super puissance en Afrique et ne compte pas s'arrêter là. Nana Akufo-Addo, le président actuel du Ghana, a décidé d'appuyer sur l'accélérateur pour permettre à son pays clairement d'aller un peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on assiste à une absurdité sans nom. Un pays, un continent aussi riche en ressources, matière première, qui pourtant est pauvre. Comment expliquer que le continent qui devrait nourrir le monde entier, qui devrait être celui qui prête de l'argent à tout le monde, est le plus pauvre des continents? Clairement, il y a un problème de vision, de leadership. Et clairement, au Ghana, on a décidé de prendre le taureau par les cornes. Et on va voir comment est-ce qu'un certain nombre de mesures ont été prises dans le pays et qui expliquent qu'aujourd'hui, le Ghana a doublé des pays qui avant étaient devant lui comme la Côte d'Ivoire et est en train de continuer à progresser pour devenir l'un des géants africains. Comment le Ghana a décidé donc de s'industrialiser? Parce qu'il est question de ça en réalité. L'Afrique est pauvre aujourd'hui parce qu'elle vend ses matières premières sans les transformer. Aussi simple que ça. Le jour que l'Afrique va commencer à transformer ses matières premières, elle va certainement rattraper une grande partie de son retard. Et le Ghana en est la preuve. Vous allez voir dans cette vidéo comment en quelques mois seulement, une politique intelligente, astucieuse et bien menée est en train de donner des résultats ahurissants. Dans les prochaines années, on va être inondé dans plusieurs pays africains, non plus de véhicules venus des États-Unis, de France ou d'Angleterre, mais plutôt de véhicules venus du Ghana. C'est l'engagement que le Ghana a pris et c'est son ambition. Pourquoi? Parce que le Ghana s'est rendu compte qu'il y avait à l'intérieur du pays un marché pour l'automobile. Au Ghana, par année, on achète plus de 100 000 véhicules, parmi lesquels près de 90% sont des véhicules anciens. Ceci suppose que le Ghana dépense chaque année
près d'1,5 milliard de dollars pour acheter des voitures. Et où est-ce que va cet argent? Cet argent va aux États-Unis, principalement pour des véhicules Toyota. Cet argent va en Allemagne pour acheter des Mercedes. Cette Allemagne va en Corée du Sud pour acheter des véhicules asiatiques, ainsi de suite. Et face à cela, le gouvernement ghanéen a dit stop. On ne peut pas continuer d'enrichir autant d'autres pays. On va décider d'une politique qui va permettre que l'on puisse commencer à fabriquer des véhicules sur place pour notre marché local. D'autant plus que des études ont démontré que à long terme, d'ici 20 à 30 ans à peu près, le Ghana va être un pays qui va atteindre les 40 millions d'habitants et qui aura besoin par année de 300 000 véhicules. Il faut donc simplement anticiper et on sait que le management, c'est l'anticipation. Le gouvernement ghanéen a donc décidé de mettre en œuvre un certain nombre de politiques pour se préparer à ça. La première d'entre elles, c'est de pouvoir faire du Ghana un pôle de fabrication de véhicules. Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui au Ghana, on assemble des véhicules et une marque ghanéenne assez connue maintenant qui s'appelle Kantanka fait de l'assemblage de véhicules sur place. Mais il faut préciser aussi que cette marque-là, qui emploie 250 personnes quand même, aujourd'hui produit seulement 1000 véhicules par an et produit essentiellement des 4x4 et des pick-up. Donc, fondamentalement, on est avec quelqu'un qui est juste très insuffisant par rapport à la demande. Rappelez-vous que le Ghana achète plus de 100 000 véhicules par an. Donc, avoir un producteur local qui fait 1000 véhicules par an, je suis désolé, mais c'est comme si tu as faim et on te donne de l'eau, quoi. Ça ne va pas du tout calmer ta famine. Et c'est clairement ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais le Ghana a déjà une société qui fait des véhicules. » Les amis, renseignez-vous et allez en profondeur. Cette société ne peut pas couvrir les besoins, même pour 2 semaines, de tout ce dont le Ghana a besoin sur une année. Donc clairement, Kantanka, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Et cette entreprise est à féliciter parce qu'elle a en plus une logique de prix qui est très intéressante. Les véhicules chez Kantanka coûtent entre 16 000 € et 32 000 €. Donc on parle d'un peu plus de 10 millions de francs CFA. Tu as un véhicule neuf au Ghana à ce prix-là. Et quelle est la politique de la marque? C'est simplement d'avoir des véhicules adaptés aux routes africaines. On sait que nos routes, malheureusement, ne sont pas toujours très bonnes et on a besoin de véhicules qui sont assez solides. Donc, ils ont renforcé la solidité des véhicules à certains endroits, les essieux, les amortisseurs, ainsi de suite, pour que les véhicules puissent supporter les chocs des routes africaines. Et ça, c'est clairement ingénieux et à féliciter. Mais on est d'accord que Kantanka aujourd'hui n'est pas taillé pour pouvoir tenir la part belle dans ce marché. Le gouvernement ghanéen a donc décidé de mettre en œuvre une stratégie très astucieuse qui avait pour but d'attirer dans son pays des fabricants de véhicules. Quelle a donc été cette politique? Avant de vous expliquer la politique et pour que vous la compreniez bien, on a besoin de davantage comprendre comment fonctionne le secteur automobile. Dans le secteur automobile, pour pouvoir fabriquer une voiture, on a 3 possibilités. On a ce qu'on appelle des BUX, Build Up Export, qui sont des usines qui fabriquent des véhicules de A à Z, de manière entière, pour pouvoir soit les mettre à disposition dans le pays dans lequel elles sont fabriquées, soit les mettre à disposition pour l'export ailleurs. Et c'est malheureusement ce que l'on achète en Afrique. On achète des véhicules qui sont soit neufs, soit d'occasion à l'étranger et on les fait venir au pays, ce qui permet au pays de gagner de l'argent pour les douanes et c'est tout. Par contre, celui que l'on enrichit quand on fait ça, bien évidemment, c'est le producteur de véhicules dans le pays de l'autre côté. Parce que quand tu payes de cet argent-là, le producteur paye ses salariés, il paye ses taxes, il paye ses impôts, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il enrichit donc le pays dans lequel il fabrique les véhicules. Il est donc indispensable de pouvoir soi-même fabriquer les véhicules. Et on a donc au niveau de la fabrication 2 autres options. On a ce qu'on appelle des CKD et des SKD. SKD pour semi-knockdown et CKD pour complete knockdown. Ce sont simplement des manières avec lesquelles une usine peut assembler des véhicules. On a des usines qui peuvent faire des assemblages semi-complets. C'est ce qu'on appelle du SKD. C'est-à-dire que pour faire un véhicule, par exemple, on va assembler à l'étranger certaines parties de ce véhicule et on va les envoyer comme ça au pays. Et une fois qu'elles arrivent dans le pays, on fait juste un assemblage final et le véhicule est disponible. Mais les grandes composantes du véhicule sont assemblées dans une autre usine. Et puis on a ce qu'on appelle le CKD qui lui implique en réalité qu'une partie de la voiture soit fabriquée localement. Qu'est-ce que le Ghana a donc décidé de faire? C'est de mettre en œuvre une stratégie qui allait inciter les grands constructeurs mondiaux à venir au Ghana
pour faire soit du CKD, soit du SKD. Et pour ça, il a été question de mettre en œuvre un système d'exonération complète d'impôts pendant 5 ans pour ceux qui prenaient les semis et pendant 10 ans pour ceux qui prenaient les complete knockdown. Donc l'idée, elle est claire. Vous venez, vous ouvrez une usine avec tout ce que ça entraîne comme millions d'euros de dépenses, vous embauchez du personnel et derrière, vous avez 5 années sans payer d'impôts si vous faites du semi-knockdown ou 10 ans si vous faites du complete knockdown. Mais c'est pas tout. Il a aussi été question de dire que toute la machinerie et les équipements qui permettraient de faire fonctionner l'usine arrivent au pays sans payer la douane. Mais pour que cette stratégie soit complète, il a aussi été question pour le gouvernement ghanéen de s'entendre avec des banques pour qu'elles commencent à financer, comme c'est le cas en Occident, l'achat des véhicules par les Ghanéens. Il faut savoir que avant cette initiative gouvernementale, moins de 5% des véhicules utilisés au Ghana étaient financés par les banques. Et l'objectif a été donc de pouvoir dire, pour que les Ghanéens achètent des véhicules, eh bien, il faut que les banques les financent. Et donc le gouvernement a anticipé ça et s'est arrangé avec les banques pour changer cette partie du game aussi. Mais tenez-vous tranquille, le gouvernement ghanéen est allé un peu plus loin dans cette logique parce qu'il faut être cohérent. Si tu veux que ton industrie locale fonctionne, eh bien, tu as intérêt à décourager les importations. Et pour ça, donc, le Ghana a décidé de passer de 20 à 35% les frais de douane pour ceux qui faisaient venir les véhicules dans le pays. Vous pensez que cette mesure-là a inquiété qui ? On pourrait se dire que c'est une mesure qui va inquiéter les entreprises locales qui font de l'import-export, ce qui est normal, c'est leur business. Mais tenez-vous tranquille. Il se trouve que quand le Ghana a passé cette mesure-là, il y a des ambassades occidentales, au nombre desquelles l'Italie, les États-Unis, le Japon et même la France sont allés rencontrer les autorités ghanéennes pour empêcher que cette règle ne soit adoptée. Vous vous imaginez ? Voilà l'un des rôles que les ambassades occidentales ont et jouent dans nos pays en Afrique. Elles s'assurent que les intérêts économiques de leur pays soient en permanence défendus. Donc quand une règle a tendance à vouloir aller à l'encontre des intérêts économiques américains, européens, ces ambassades-là s'organisent ensemble, vous avez vu, pas une seule, elles se sont mises ensemble pour aller peser de leur poids auprès du gouvernement ghanéen pour essayer d'annuler cette augmentation du taux des importations parce qu'elles voyaient bien que ça allait empêcher aux véhicules de leur pays d'arriver au Ghana. Bien évidemment, le gouvernement ghanéen n'a pas cédé à cela, mais je tenais à faire cette parenthèse pour que vous compreniez aussi bien comment les uns raisonnent et comment est-ce que ça peut nous inspirer aussi pour pouvoir faire des unions qui vont nous permettre de peser ensemble dans le game. Et pour s'assurer justement que toutes les intimidations qu'ils pouvaient recevoir de l'extérieur n'allaient pas fonctionner, le Parlement ghanéen a adopté une loi en mars 2020 qui interdit désormais l'importation au Ghana de véhicules usés, accidentés, mais aussi de véhicules qui ont plus de 10 ans d'âge. Quelles sont donc les retombées de toute cette politique pour le Ghana ? En réalité, le Ghana est vraiment gagnant de cette stratégie. Le premier gain, c'est l'industrialisation de Ghana. Il faut être très clair là-dessus. Aucun pays ne devient riche au monde sans s'industrialiser, aucun grand pays. Et clairement, le Ghana ne peut pas faire exception. Il faut que le Ghana, comme les autres pays africains, s'industrialise. Et le Ghana a mis en œuvre une politique qu'ils ont appelée One District, One Factory. En d'autres termes, un district, une usine. Il faut qu'il y ait des usines un peu partout dans le pays. Ceci va permettre bien évidemment, et c'est le corollaire, de pouvoir créer beaucoup d'emplois qualifiés. Qualifié ici est très important. Pourquoi est-ce que les gens se tournent généralement vers la Chine quand il faut faire des usines? C'est parce qu'en Chine, on a pas simplement une population, mais une population qualifiée. J'ai déjà fait des vidéos ici dans lesquelles j'explique que la population africaine qui va doubler d'ici 2050, si elle n'est pas une population formée, cette population va devenir une bombe à retardement pour le continent. Et le Ghana l'a compris. Et ce qu'ils ont voulu faire donc, c'est attirer les étrangers avec leurs techniques et leurs méthodes de travail pour former les Ghanéens, pour qu'au Ghana, on ait quoi? Une main-d'œuvre qualifiée. Et je précise que chaque usine qui a été créée par la suite, comme vous allez le voir, sont des usines qui ont chacune d'entre elles le potentiel pour employer plusieurs milliers de Ghanéens. Un autre avantage de toute cette politique, c'est qu'elle va permettre au Ghana de pouvoir rééquilibrer un peu sa balance commerciale. Comme tous les pays africains quasiment, le Ghana gagne des devises en vendant ses hydrocarbures.
Et donc, clairement, quand vous regardez les grands pays dans le monde entier, ils ne vendent pas des hydrocarbures pour gagner de l'argent. Ils vendent des produits transformés. Et donc, ce que le Ghana a voulu faire, c'est de dire, plutôt que d'envoyer tous les ans 1,5 milliard en sachant que cette somme va aller en grandissant et même doubler, tripler d'après les estimations, autant mieux créer localement une industrie qui va permettre que désormais, tout cet argent reste localement et ça permet de pouvoir augmenter le PIB du pays depuis l'intérieur, mais surtout, et ça c'est l'autre stratégie du Ghana, au travers de l'ouverture des frontières, notamment en Afrique de l'Ouest et après dans toute l'Afrique, de se servir du Ghana comme un hub qui va alimenter les autres pays, notamment les pays francophones, de véhicules made in Ghana. L'autre intérêt, et qui n'est pas des moindres, est un intérêt social. En renouvelant le parc automobile du pays, on va avoir une incidence directe sur la mortalité routière. Il faut savoir qu'au Ghana, chaque année, 2000 personnes décèdent des suites d'accidents de circulation et 10 000 personnes sont blessées. Avoir des véhicules en bon état va forcément réduire ces accidents parce qu'un véhicule neuf, bien évidemment, c'est un véhicule qui a de meilleurs éléments de sécurité à l'intérieur. Des caméras, des freins, des systèmes automatiques, intelligents, tout ce qu'il n'y a pas dans des très vieux véhicules. Donc, avoir des véhicules récents permet aussi de diminuer la mortalité à l'intérieur du pays. Quels sont donc les premiers résultats que l'on peut voir de cette politique savamment menée par le Ghana? Eh bien, tenez-vous tranquille. Suite aux différents éléments dont je vous ai parlé, le Ghana a vu débarquer dans son pays 5 des 6 plus gros constructeurs automobiles au monde. Au moment où je vous parle, Volkswagen est allé installer une usine au Ghana. Et au travers de cette usine, Volkswagen fabrique 5 modèles de véhicules, parmi lesquels Tiguan, Passat, Polo, bref. Et cette usine de Volkswagen a une capacité de 5000 véhicules par an. Vous voyez que rien que la première usine d'assemblage de Volkswagen a déjà 5 fois la capacité de Kantanka. Mais ce n'est pas tout. Après Volkswagen, Nissan aussi est venu. Et après Nissan, Toyota aussi est venu. Sinotruk est dans les couloirs pour venir s'installer aussi. Bref, les plus grands constructeurs mondiaux ont répondu à l'appel du Ghana et sont en train de venir changer la face industrielle de ce pays-là. Conséquence, les véhicules fabriqués au Ghana reviennent au moins 10% moins chers que des véhicules importés. Ce qui, bien évidemment, va inciter les populations à acheter des véhicules sur place. Mais pour favoriser son champion local, Kantanka, le gouvernement du Ghana, sous le leadership de Nana Akufo-Addo, a décidé que le gouvernement n'allait plus acheter des véhicules à l'étranger. Et donc, désormais, on achète les véhicules localement. C'est fini les Mercedes au pays. C'est complètement fini. La police ghanéenne a commandé 500 véhicules chez Kantanka. Et depuis peu d'ailleurs, le gouvernement lui-même a commandé 85 nouvelles voitures chez Kantanka. Donc, l'objectif, il est clair. Tous les véhicules dont l'État ghanéen va avoir besoin vont essentiellement être désormais fournis par Kantanka pour donner du marché à cette entreprise, lui permettre de grandir et augmenter elle aussi sa capacité de production sur place. Alors en réalité, Kantanka fait de l'assemblage. Ils font eux aussi de l'assemblage comme les autres usines, ok? Mais ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, au demeurant, c'est que la réussite est le fruit de la préparation. Demain, quand on va voir les résultats du Ghana, on va dire « Oh, mais le Ghana a fait ci, ils ont fait comment ?» Non. C'est le fruit d'un leadership visionnaire. C'est le fruit de mesures concrètes politiques qui permettent de pouvoir inverser la tendance dans un pays. Le Ghana n'a pas plus de potentiel que le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal ou d'autres. Pas du tout. Ces pays ont des potentiels énormissimes, mais sous-exploités. Et je veux donc dans cette vidéo féliciter le leadership ghanéen, comme j'ai dit, initié déjà à l'époque par D.L. Rawlings, suivi par ses successeurs jusqu'à aujourd'hui Nana Akufo-Addo, qui sont en train de mettre leur pays sur la voie de l'industrialisation. Et tout ce que j'ai décrit dans cette vidéo, on est d'accord, on peut le faire ailleurs. On peut le faire dans les économies francophones. Il faut pour ça un leadership visionnaire et courageux pour tenir tête à d'éventuelles tentatives occidentales et extérieures qui voudraient empêcher au pays de pouvoir pleinement se développer. Et ce que le Ghana a fait là dans le domaine de l'automobile, ils le font dans d'autres secteurs. Dans les prochains jours, je vous ferai d'autres vidéos pour vous parler de la transformation économique du Ghana pour que vous soyez davantage édifiés de ce qui se passe dans ce pays, mais surtout, comment nous, les autres francophones, pouvons nous en inspirer
aussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce pays, de ce leadership, des résultats dont je vous ai parlé. Et bien évidemment, partagez massivement la vidéo. Il est plus que temps que les pays africains se lèvent, se bougent et travaillent à leur émergence. L'émergence ne viendra pas à cause d'un programme ou à cause d'une belle parole. L'émergence viendra grâce au courage politique qui va derrière créer un environnement propice pour la naissance des champions locaux et bien évidemment en faisant venir aussi les partenaires à des conditions que l'on maîtrise et que l'on ne subit pas. Croyez-moi, 5 ans ça passe très vite, 10 ans ça passe très vite. Mais après 5 ans, après 10 ans, on aura eu des milliers de Ghanéens formés qui feront qu'au fur et à mesure, le Ghana sera de plus en plus à même de pouvoir avoir, non plus simplement qu'en tant qu'un, mais un deuxième, un troisième opérateur national. Et la bonne nouvelle, c'est que la main-d'œuvre sera disponible dans le pays. L'ingénierie sera disponible dans le pays. Voilà comment on change un pays. Hasta la vista, soir. Si tu es entrepreneur ou alors si tu souhaites le devenir, tu dois absolument maîtriser la vente sur Internet. Chaque année, des milliers de personnes dans le monde entier s'enrichissent grâce à Internet et peut-être que cette fois-ci, tu pourrais les rejoindre. Connais-tu Bethlehem Alemou? Il s'agit d'une jeune dame éthiopienne qui est devenue multimilliardaire en partant de rien. Elle a créé une marque de chaussures entièrement fabriquée en Éthiopie sur la base de pneus usés. Au départ, elle avait un capital de moins de 2 millions et pourtant aujourd'hui, elle pèse très lourd. Comment? Grâce au marketing digital. Grâce à Internet, tu peux dominer ton marché local et même te projeter à l'international. Les frontières sont terminées. Que tu aies un petit business ou que tu souhaites devenir entrepreneur, tu dois absolument connaître le marketing digital pour le mettre au profit de ton business. Et c'est clairement ce que j'ai fait. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Philippe Simo et je suis entrepreneur. Je possède une dizaine d'entreprises entre l'Europe et l'Afrique. Et clairement, Internet a changé ma vie. Grâce à Internet, j'ai pu multiplier mon chiffre d'affaires année après année. Et ce que je me propose simplement, c'est de partager avec toi les techniques que j'ai mises en œuvre dans mon business et que j'ai appris à plusieurs de mes élèves aujourd'hui qui commencent eux aussi à gagner de l'argent grâce à cela. Si tu veux donc changer ta vie et passer à un autre stade dans ton business, je te donne rendez-vous au Cameroun pour 2 dates de formation exclusives. Douala le 23 avril, Yaoundé le 30 avril. Pour réserver ta place, tu as un numéro qui s'affiche que tu peux appeler tout de suite. Ne traîne pas parce qu'il n'y a malheureusement pas assez de place pour tout le monde. Si tu veux que ta vie change, tu dois poser des actes différents de ceux que tu as posés jusqu'à présent. La formation est indispensable pour aller très loin.